Un père célibataire en difficulté aide à réparer le tracteur d'un agriculteur et découvre plus tard qu'elle possède plus de terre et de machines qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Commentez ci-dessous en précisant d'où vous regardez avant de commencer. Profitez du voyage. Le soleil de l'après-midi, bas sur l'horizon, projetait de longues ombres sur l'asphalte usé lorsque le vieux pick-up de Jack Mitchell entra dans Riverdale, son moteur protestant à chaque kilomètre. Jack jeta un coup d'œil à son fils Noah, 7 ans, endormi contre la porte passager, sa petite poitrine montant et descendant paisiblement malgré les vibrations constantes du camion. Les mains rugueuses de Jack serraient plus fort le volant alors qu'il dépassait le panneau de bienvenue de la ville. « C'est ici, mon gars », chuchota-t-il, bien que Noah ne puisse l'entendre, notre nouveau départ. Le camion était chargé de tout ce qu'il possédait, des vêtements entassés dans des sacs de sport, des outils enveloppés dans de vieilles couvertures, ainsi que la petite collection de livres et de jouets de Noah. Jack avait quitté leur appartement en ville avec seulement $300 en poche et une prière que Riverdale leur serait plus clémente que la vie qu'ils laissaient derrière eux. En traversant Main Street, Jack ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point tout était différent de la ville bondée qu'il venait de quitter. Ici, les gens marchaient sans hâte sur des trottoirs bordés d'arbres, s'arrêtant pour discuter avec des voisins. De petites entreprises aux enseignes peintes à la main remplaçaient les chaînes illuminées au néon auxquelles il était habitué. C'était exactement ce qu'il espérait, un endroit où Noah pourrait courir librement, où ils pourraient tous les deux guérir. La maison en location se trouvait au bout d'un chemin calme, en périphérie de la ville. Une petite construction de 2 chambres avec une peinture blanche écaillée et un porche avant affaissé. Ce n'était pas grand-chose, mais le loyer mensuel était à la portée de ce que Jack espérait gagner une fois qu'il aurait trouvé du travail. Noah. Jack secoua doucement l'épaule de son fils. Nous sommes arrivés. C'est notre nouvelle maison. Les yeux de Noah s'ouvrirent, momentanément confus avant de se poser sur la maison au-delà du pare-brise. Contrairement à Jack, qui voyait l'état désespéré de la maison, le visage de Noah s'illumina d'excitation. « Il y a un jardin » s'exclama-t-il, défaisant déjà sa ceinture de sécurité. « Je peux aller voir ?» Jack hocha la tête, forçant un sourire malgré le nœud d'inquiétude dans son estomac. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes, mais c'était bien un jardin, quelque chose que Noah n'avait jamais eu dans leur appartement exigu en ville. Alors que Noah courait explorer, Jack commença à décharger leurs affaires. Chaque boîte semblait plus lourde que la précédente, chargée non seulement de leur possession mais aussi de la responsabilité de s'assurer que ce déménagement n'était pas une terrible erreur. Ses économies couvriraient le premier mois de loyer et les courses, mais après cela, Jack repoussa cette pensée. Il était habile de ses mains, quelqu'un dans cette ville aurait besoin d'un mécanicien. Ce soir-là, après avoir arrangé leurs meubles peu nombreux et déballé l'essentiel, Jack s'assit à la table de la cuisine, passant en revue leurs finances à la lumière d'une simple lampe. Les chiffres étaient brutaux, ils avaient moins d'un mois avant d'être complètement fauchés. Jack passa ses mains dans ses cheveux, essayant d'ignorer la panique montante. Le rire de Noah flottait depuis le jardin, où il chassait les lucioles dans le crépuscule qui tombait. La joie pure dans ce son réconfortait et terrifiait Jack à la fois. Noah méritait ce bonheur, cette liberté, et Jack était déterminé à la faire durer. Le vieux téléphone de la cuisine sonna soudain, faisant sursauter Jack. Il répondit prudemment, s'attendant à ce que ce soit pour l'ancien locataire. « Résidence Mitchell », dit-il, la phrase lui semblant étrangère sur la langue. La voix à l'autre bout appartenait à quelqu'un nommé Walter, propriétaire de l'épicerie locale. Walter expliqua que l'ancien locataire avait mentionné que Jack était mécanicien et que le bruit s'était répandu en ville. Il y avait une agricultrice nommée Elena Reed qui avait besoin de réparations urgentes sur son tracteur avant la saison des récoltes. « Elle paie bien et équitablement, dit Walter, si ça t'intéresse, elle pourrait avoir besoin d'aide dès demain matin. » Le cœur de Jack s'accéléra. « Oui, répondit-il peut-être un peu trop vite, oui, je peux être là dès le matin. » Après avoir noté les directions pour la ferme Reed, Jack raccrocha et laissa échapper un long soupir. Ce n'était pas un emploi permanent, mais c'était quelque chose, une chance. Il appela Noah du jardin. Les joues de son fils étaient rouges d'excitation, ses mains délicatement repliées autour d'une luciole capturée, dont la petite lumière réchauffait les paumes de Noah. Jack sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa propre poitrine. « Devine quoi, mon gars » dit Jack en s'agenouillant à la hauteur de Noah. « Papa a un travail demain. » Noah lâcha la luciole et lança ses bras autour du cou de Jack. « Je savais que ça irait bien ici, » chuchota-t-il. Jack serra son fils contre lui, priant pour que Noah ait raison,
que cette petite ville et le travail qui l'attendait à la ferme Reed seraient le début de quelque chose de mieux pour eux deux. Il ignorait encore que cette simple réparation serait le premier pas d'un voyage qui changerait leur vie à jamais. Le gravier crissa sous le camion de Jacques alors qu'il arrivait à la ferme Reed le lendemain matin. Noah était assis à côté de lui, une vieille laisse de chien recyclée en ceinture improvisée pour tenir son jean trop grand. « Souviens-toi de ce qu'on a dit », murmura Jacques doucement. « Tu restes où je peux te voir. » Noah hocha la tête solennellement, bien que ses yeux fussent déjà en train d'explorer la propriété avec une curiosité évidente. La ferme était modeste au premier regard, une maison à 2 étages usée par le temps, une grande grange rouge et plusieurs dépendances dispersées sur la propriété. Pourtant, quelque chose dans l'immensité des champs environnants frappa Jacques, il semblait s'étendre à l'infini vers l'horizon, doré par les cultures arrivant à maturité. Une femme sortit de la grange, s'essuyant les mains sur un jean usé. Eleanor Reed n'était pas ce à quoi Jacques s'attendait. Elle devait avoir une trentaine d'années, avec des cheveux châtains attachés en queue de cheval pratique, et des yeux qui semblaient osciller entre le vert et le brun selon la lumière. Il y avait une force indéniable dans sa posture, mais aussi une fatigue que Jacques reconnut, le regard de quelqu'un qui a appris à mener ses batailles seul. « Monsieur Mitchell », dit-elle d'une voix claire et directe, sa poignée de main ferme. « Merci d'être venu à si court préavis. »« Jacques, s'il vous plaît », répondit-il, soudain conscient de sa chemise de travail passée. « Et voici mon fils Noah. » L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement alors qu'elle s'agenouillait à la hauteur de Noah. « Bonjour Noah, j'ai quelque chose d'intéressant dans la grange si tu veux explorer pendant que ton père travaille. » Noah leva les yeux vers Jacques pour obtenir sa permission, puis acquiesça avec enthousiasme à Eleanor. « Le tracteur est par ici, » dit-elle en conduisant Jacques vers un grand hangar à matériel. « Il est dans la famille depuis des générations, probablement plus vieux que nous deux réunis. » En marchant, Jacques remarqua les callosités sur ses mains, ses bottes pratiques recouvertes de boue sèche, le simple pendentif en argent autour de son cou, la seule pièce de bijouterie qu'elle portait. Tout en Eleanor parlait d'utilité et de détermination. « Depuis combien de temps exploitez-vous cette ferme ?» demanda Jacques. Quelque chose traversa son visage, de la fierté mêlée à une lourdeur plus profonde. « Toute ma vie, 5e génération, » répondit-elle en s'arrêtant à l'entrée du hangar. « Cette terre, ce n'est pas que de la terre et des cultures, c'est de l'histoire, de la famille. » Jacques hocha la tête, comprenant plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il n'avait jamais eu de terre ni de racines, mais il comprenait ce que ça signifiait d'avoir quelque chose d'irremplaçable. Le tracteur était en effet ancien, un colosse rouillé qui avait clairement vu des décennies de service. Jacques commença immédiatement son évaluation, prenant le rythme familier de son travail, posant à Eleanor des questions occasionnelles sur l'histoire et l'entretien de la machine. Pendant ce temps, Noah s'était aventuré dans l'ombre fraîche de la grange, faisant attention à rester dans le champ de vision de son père. Entre des bottes de foin empilées, un mouvement attira son attention. Il s'accroupit, scrutant l'obscurité, et rencontra une paire d'yeux fatigués. Un chien, maigre et sale mais avec la queue qui remuait doucement, le regardait prudemment depuis l'ombre. « Salut », chuchota Noah en tendant lentement la main. « Ça va, je ne vais pas te faire de mal. » De retour près du tracteur, Jacques expliquait quelle réparation serait nécessaire. Eleanor écoutait attentivement, les bras croisés, hochant la tête de temps en temps. « Tu peux le réparer ?» demanda-t-elle simplement quand il eut fini. « Oui », répondit Jacques avec confiance. « Il me faudra quelques pièces, mais je peux le remettre en marche en quelques jours. »« Bien », répondit Eleanor, un soupir de soulagement traversant brièvement ses traits. « Sans ça, je perdrai la moitié de la récolte. » Elle nomma un prix juste pour le travail, plus élevé que ce que Jacques avait osé espérer. Ils reprirent la route vers la grange. Jacques aperçut Noah assis en tailleur sur le sol, caressant doucement un chien maigre et sale dont la queue battait maintenant joyeusement contre le plancher en bois. « On dirait que Noah s'est fait un ami », observa Jacques. L'expression d'Eleanor était difficile à lire. « Ce chien traîne ici depuis des semaines, il ne laisse personne l'approcher, sauf ton garçon apparemment. » Leurs regards se croisèrent brièvement, et à ce moment-là, Jacques sentit qu'il y avait bien plus chez Eleanor Reed et cette ferme qu'il n'y paraissait. Au cours des jours suivants, Jacques s'installa dans une routine confortable à la ferme Reed. Chaque matin, il arrivait avec Noah, la boîte à outils à la main et la détermination au cœur. Le vieux tracteur demandait plus de travail qu'il ne l'avait d'abord estimé, mais Jacques ne s'en souciait pas. Il y avait quelque chose de paisible à travailler sous le vaste ciel ouvert, loin des murs étouffants de la ville. Aujourd'hui,
Alors qu'il resserrait un boulon sur le moteur du tracteur, quelque chose attira son attention. L'abri à outils où Eleanor rangeait son matériel était bien mieux fourni qu'il ne l'avait d'abord remarqué, des clés sur mesure, des instruments de précision, des outils électriques haut de gamme, tous soigneusement organisés mais discrètement cachés derrière de vieux équipements. « Tu as besoin d'autre chose ?» La voix d'Eleanor le surprit. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant 2 verres de limonade. « Non, ça va », répondit Jacques en acceptant la boisson avec gratitude. « J'admire juste tes outils. » C'est une perceuse à colonne Hartmann, non? Ce n'est pas exactement un équipement standard de ferme. Eleanor haussa les épaules. Mon père croyait qu'il fallait avoir les bons outils pour le travail. De l'endroit où il se trouvait, Jacques pouvait voir la propriété et les champs qui semblaient s'étendre bien au-delà de ce qu'il avait d'abord imaginé comme faisant partie de la ferme Reed. Au moins une douzaine d'ouvriers travaillaient efficacement dans des rangées de cultures au loin. La récolte semble bonne, commenta-t-il en désignant l'horizon. Si on remet le tracteur en marche à temps, ce sera le cas, répondit Eleanor, une pointe de tension dans la voix. Le rire de Noah attira leur attention vers la grange, où il courait après le chien errant autour des bottes de foin. L'animal, bien que toujours maigre, semblait plus propre et plus énergique que le jour où il l'avait trouvé. Ton garçon s'entend bien avec les animaux, observa Eleanor. Ce chien n'a fait confiance à personne depuis des semaines. Noah a ce don, dit Jacques avec fierté. Nous n'avons jamais pu avoir d'animaux dans les appartements de la ville où nous vivions. Eleanor les observa un moment, puis dit d'un ton décidé. Il peut garder le chien s'il le veut. Il a besoin d'un foyer et il a clairement choisi Noah. Avant que Jacques ne puisse répondre, le téléphone d'Eleanor sonna. Elle s'éloigna pour répondre, mais pas avant que Jacques n'entende un fragment de la conversation. Je te l'ai déjà dit, Blackwell, la réponse est non. 5 millions ou 50 millions, la ferme n'est pas à vendre. Jacques resta figé, manquant presque de faire tomber sa clé. 5 millions, 50 millions. Il regarda autour de lui avec de nouveaux yeux, comprenant soudain ce qu'il avait manqué, les outils de qualité cachés derrière des extérieurs usés, les vastes champs, les ouvriers qui respectaient Eleanor avec une admiration proche de la révérence. Ce n'était pas une ferme familiale en difficulté, c'était une entreprise valant des millions, et Eleanor Reed n'était pas une agricultrice ordinaire. Quand elle revint, son visage était calme, mais Jacques pouvait voir la tension dans la raideur de ses épaules. « Tout va bien ?» demanda-t-il prudemment. « Juste des affaires » répondit-elle d'un ton évasif. « Comment avance le tracteur ?» Jacques hésita, puis désigna le moteur. « J'ai refait les soupapes, il devrait tourner plus rond qu'il ne l'a fait depuis des années. » Noah arriva en courant, le chien trottinant juste derrière lui. « Papa, regarde, il rapporte des bâtons maintenant. On peut le garder, s'il te plaît ?» Avant que Jacques ne puisse formuler une réponse, Eleanor s'agenouilla et dit. « Je pensais justement qu'il pourrait avoir besoin d'un bon foyer. »« Comment tu l'appellerais ?» Les yeux de Noah s'agrandirent. « Vraiment, je peux le garder ?» Quand Eleanor hocha la tête, il regarda pensivement le chien. « Scout ?» Il s'appelait Scout. Alors que Noah s'éloignait avec son nouveau compagnon, Jacques et Eleanor échangèrent un regard. Il y avait maintenant quelque chose de vulnérable dans son regard, quelque chose qui fit se demander à Jacques quels autres secrets Eleanor Reed cachait derrière son extérieur pragmatique. À cet instant, Jacques comprit qu'il ne voyait que la surface d'Eleanor Reed, et peut-être aussi de l'opportunité qui avait atterri de manière inattendue dans leur vie à lui et Noah. Jacques s'essuya les mains avec un chiffon tandis qu'il terminait les derniers réglages sur le tracteur. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose. Eleanor s'approcha de la maison, sa tenue de travail habituelle remplacée par une simple robe bleue qui adoucissait son allure pratique. « J'aimerais te remercier correctement d'avoir réparé le tracteur, » dit-elle, une pointe de nervosité dans la voix. « Est-ce que toi et Noah voudriez dîner avec moi ce soir ?» Jacques hésita, soudain conscient de sa chemise tachée de graisse et de son jean usé. « On n'est pas vraiment habillé pour un dîner, avoua-t-il. Eleanor sourit, un rare sourire éclatant qui transforma son visage. « C'est une ferme, Jacques, ici il n'y a pas de code vestimentaire. » La maison principale n'était pas du tout ce que Jacques avait imaginé. De l'extérieur, elle gardait la même apparence modeste et usée que le reste de la propriété, mais à l'intérieur, elle révélait des générations de soins et d'attention. Les planchers en bois massif brillaient sous des tapis anciens, les murs étaient décorés de photographies de familles datant de plusieurs décennies,
des agriculteurs au visage sévère et leurs épouses fières posant devant les mêmes champs où Jacques avait travaillé. Noah fut immédiatement attiré par un cabinet exposant des artefacts agricoles, de vieux outils, des rubans de foires agricoles et une collection de pierres polies ramassées dans la rivière. Mon grand-père collectait une pierre pour chaque récolte réussie, expliqua Eleanor en remarquant la fascination de Noah. 5 ans, 57 pierres. La salle à manger était dominée par une immense table en chêne pouvant facilement accueillir 12 personnes, bien qu'Eleanor n'ait dressé qu'une extrémité pour 3. Des verres en cristal et des chandeliers en argent se tenaient près d'assiettes en pierre remplies de plats faits maison, poulet rôti, légumes du jardin et pain fraîchement cuit. Pendant le repas, Noah regarda autour de lui avec innocence et demanda. « Pourquoi tu vis toute seule dans une si grande maison, mademoiselle Eleanor ?» Jacques manqua de s'étouffer avec son eau. « Noah, ce n'est pas. »« Ce n'est rien, » interrompit Eleanor doucement. Elle se tourna vers Noah. « Cette maison est dans ma famille depuis des générations. J'ai grandi ici avec mes parents, mais maintenant, il n'y a plus que moi. »« Comme moi avec papa ?» demanda Noah en tendant la main vers un autre rouleau de pain. Un moment de compréhension passa entre les adultes. « Quelque chose comme ça, » répondit Eleanor doucement. « Ce n'a pas été facile. » Jacques se surprit à dire. « Élever Noah seul depuis qu'il a 2 ans, ça n'a pas été facile non plus. Et gérer cette ferme seule depuis la mort de mon père, » admit Eleanor, ces mots portant plus de poids que leur simple signification. Alors qu'Eleanor apportait une tarte aux pommes maison en dessert, les lumières vacillèrent puis s'éteignirent, plongeant la pièce dans l'obscurité. Noah poussa un cri d'étonnement, mais Eleanor alluma calmement les bougies sur la table. « Ça arrive pendant les orages, » expliqua-t-elle alors que le tonnerre grondait au loin. « Le générateur va se mettre en marche bientôt. » Dans la douce lumière des bougies, le dîner formel se transforma en un moment plus intime, les barrières de l'électricité et de la formalité tombant. La conversation coula plus librement. Jacques se surprit à raconter à Eleanor ses rêves d'ouvrir un jour son propre garage, tandis qu'elle partageait des histoires des saisons de récolte passées. « Mon père disait toujours que travailler la terre te garde honnête, » méditait Eleanor, son visage adouci par la lumière vacillante. « Peu importe à quel point tu te crois malin, c'est la nature qui a le dernier mot. » Jacques hocha la tête. « Les moteurs, c'est pareil. Ils se fichent de qui tu es ou de ce que tu crois. Ils fonctionnent ou pas. » Leurs regards se croisèrent à travers la table, et Jacques sentit quelque chose changer entre eux, une reconnaissance d'âme sœur malgré leurs circonstances différentes. Noah s'était endormi dans sa chaise, épuisé par une journée d'exploration avec Scout. Alors que Jacques se préparait à le porter jusqu'au camion, Eleanor lui toucha doucement le bras. « L'orage s'aggrave, tu pourrais rester dans une des chambres d'amis ce soir. » L'offre resta suspendue entre eux, simple mais chargée d'un sens non dit. Jacques accepta de passer la nuit, plus pour Noah que pour lui-même. Le lendemain matin se leva clair après l'orage, et il était de retour au travail tôt, déterminé à finir les réparations du tracteur avant midi. L'air frais portait l'odeur de la terre mouillée par la pluie et celle des possibles. Le cliquetis rythmique du métal contre le métal fut interrompu par le bruit de pneus sur le gravier, pas le crissement familier des véhicules agricoles, mais le ronronnement lisse d'un moteur de luxe. Jacques leva les yeux et vit une berline noire et élégante arriver jusqu'à la maison de ferme, aussi déplacée qu'un paon dans un poulailler. Un homme en costume cher en descendit, ses chaussures polies ramassant immédiatement de la poussière. Même de loin, Jacques pouvait voir son regard renfrogné en scrutant la cour boueuse. Quand l'homme aperçut Jacques en train de travailler sur le tracteur, son froncement de sourcils s'accentua. Eleanor sortit de la grange, son attitude se raidissant à la vue du visiteur. Jacques ne put entendre leur échange initial, mais la tension entre eux était visible, même de sa position. Finalement, Eleanor conduisit l'homme vers le hangar à tracteur. À leur approche, Jacques s'occupa de ses outils, bien que sa curiosité fût éveillée. « Monsieur Mitchell », la voix d'Eleanor prit une formalité qu'elle n'avait pas la veille au soir. « Voici Victor Blackwell. Il s'intéresse à la ferme. » Blackwell tendit une main manucurée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Un plaisir. Je ne savais pas qu'Eleanor avait engagé de l'aide. » La façon dont il prononça « aide » fit raidir la colonne vertébrale de Jacques, mais il serra fermement la main de l'homme. « Je suis juste en train de réparer le tracteur. »« Ah, je vois », répondit Blackwell en se tournant vers Eleanor. « C'est exactement ce dont je parlais, Eleanor, équipement désuet, méthodes inefficaces. Mon offre te libérerait de toute cette lutte. » Eleanor croisa les bras. « Ce n'est pas une lutte, »
Victor. C'est un choix. Un choix qui te coûte des millions. La voix de Blackwell se durcit. L'offre finale du conseil d'administration est de 55 millions pour les 3000 acres. C'est plus que généreux pour une terre qui nécessitera un investissement important pour être modernisée. Jacques faillit laisser tomber sa clé. 3000 acres, 55 millions, il n'avait aucune idée que la ferme était si vaste et précieuse. Et je t'ai déjà donné ma réponse finale, répondit Eleanor, la voix ferme malgré la rougeur montant dans son cou. Cette terre n'est pas à vendre. Pas à toi, pas à ton projet de complexe touristique, pas à personne. Le masque agréable de Blackwell se fissura. Sois raisonnable, Eleanor. Ton père aurait compris les enjeux économiques ici. Mon père, répliqua Eleanor froidement, m'a appris que certaines choses valent plus que de l'argent. Maintenant, si tu nous excuses, Monsieur Mitchell doit finir. Après un moment tendu, Blackwell retourna à sa voiture, mais pas sans lancer une dernière menace. Ce n'est pas fini, Eleanor. D'une manière ou d'une autre, le progrès vient pour tous. Une fois la poussière de son départ retombée, Jacques trouva Eleanor toujours rigide, les mains crispées sur les côtés. C'est de ça qu'il s'agissait au téléphone, murmura Jacques. Il veut acheter ta ferme. Il veut la détruire. Et Eleanor corrigea, sa voix à peine maîtrisée. Transformer 3 générations d'agriculture durable en terrains de jeu pour riches, des terrains de golf et des spas là où poussaient autrefois des cultures. Elle regarda les champs, une vulnérabilité traversant son extérieur habituellement calme. Cette terre est dans ma famille depuis plus d'un siècle. Mon arrière-grand-père l'a défrichée à la main, mon grand-père a survécu au Dust Bowl en appliquant des techniques de conservation avant-gardistes, mon père l'a agrandi tandis que d'autres vendaient. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jacques, brûlants de détermination. Ce n'est pas que de la terre et des cultures, Jacques. C'est mon héritage, ma responsabilité, ma maison. À cet instant, Jacques comprit tout. Certaines choses ne se mesurent pas en dollars et en cents, certaines choses sont trop profondément enracinées pour jamais être vendues. Avec le tracteur entièrement réparé et les menaces de Blackwell flottant dans l'air, Jacques pensait que son temps à la ferme Reed touchait à sa fin. Il avait fini le travail pour lequel il avait été engagé, et malgré le lien inattendu qu'il ressentait pour cet endroit et pour Eleanor, il savait qu'il était temps de chercher un emploi plus permanent. Il rangeait ses outils quand Eleanor s'approcha, la détermination visible dans sa démarche. « J'ai une proposition pour toi, Jacques, dit-elle sans préambule. J'ai besoin d'un mécanicien à temps plein pour le matériel agricole. Le salaire serait équitable, avec le chalet au bout de la propriété inclus. » Les mains de Jacques se figèrent sur sa boîte à outils. « Tu me proposes un emploi permanent. » Le matériel de cette ferme n'avait pas aussi bien fonctionné depuis des années, dit-elle d'un ton posé. « Tu as des compétences dont j'ai besoin, et toi, tu as besoin de stabilité. Ça me semble un arrangement raisonnable. » Ce qu'Eleanor ne dit pas, ce qui resta suspendu entre eux sans être exprimé, c'était comment Noah avait épanoui ici, comment Scout était devenu une partie inséparable de leur petite famille, comment le dîner qu'ils avaient partagé avait révélé une connexion qu'aucun des deux n'avait anticipée. « J'accepte, dit Jacques, surpris de sentir si peu d'hésitation en lui. Les jours qui suivirent instaurèrent un nouveau rythme, Jacques passa des simples réparations à l'entretien préventif de toute la machinerie agricole. Eleanor, contrairement à ce que sa richesse pouvait laisser penser, travaillait aux côtés de sa poignée d'employés du lever au coucher du soleil. Ses mains étaient aussi calleuses que celles des ouvriers agricoles, sa connaissance de la terre intime et précise. Un après-midi, alors que Jacques réparait une pompe d'irrigation, Eleanor s'agenouilla à proximité, examinant une section de sol avec une précision scientifique. Elle émiettait la terre entre ses doigts et la porta à son nez pour en sentir la composition. Mon père disait toujours qu'on pouvait lire l'histoire d'une saison dans une poignée de terre, dit-elle en remarquant Jacques qui l'observait. Trop d'agriculteurs aujourd'hui ne touchent même plus la terre eux-mêmes. C'est pour ça que Blackwell veut tellement cette terre, demanda Jacques. À cause de la qualité du sol? Et Eleanor secoua la tête. Il se fiche du sol. Il s'intéresse aux droits sur l'eau, à l'accès routier, aux incitations fiscales pour le développement. Ce site est parfait pour des activités touristiques toute l'année, selon sa proposition. Jacques s'essuya les mains avec un chiffon. Il ne semble pas du genre à abandonner facilement. Non, acquiesça Eleanor doucement. Il ne l'est pas. Noah s'était bien adapté à l'école locale, se faisant rapidement des amis grâce à ses histoires de vie à la ferme. Chaque après-midi, il courait du bus pour retrouver Jacques,
prêt à aider dans n'importe quel projet en cours. Et les lanards trouvaient toujours des tâches pour qu'ils se sentent inclus, ramasser les œufs, nourrir les chats de la grange, trier les légumes récoltés. Un soir, un orage soudain éclata alors que Jacques et Eleanor sécurisaient le matériel dans les champs. Ils couraient sous la pluie battante en riant malgré l'urgence de la tâche. Alors qu'ils s'efforçaient de fermer la porte lourde d'un hangar face au vent, leurs mains se touchèrent brièvement sur la poignée en métal. Un instant, personne ne bougea. La pluie coulait sur leurs visages, les yeux d'Eleanor reflétaient les éclairs lointains. L'électricité entre eux n'avait rien à voir avec la tempête. Jacques sentit qu'il se penchait vers elle, attiré par quelque chose de plus puissant que la raison. Le souffle d'Eleanor se coupa, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis elle recula, rompant le moment. « Il faut qu'on rentre, dit-elle, sa voix presque engloutie par le tonnerre. Noah nous attendra. » Alors qu'ils traversaient la boue vers la maison, Jacques se demanda ce qui serait arrivé si elle ne s'était pas éloignée, et pourquoi cette possibilité le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. La soirée d'été s'étira longue et dorée sur la ferme Reed. Jacques et Eleanor étaient assis sur le porche, regardant Noah et Scout jouer à un jeu élaboré de rapports de bâton au loin. Le rire du garçon flottait dans la brise, ponctué par les aboiements excités de Scout. « Il est heureux ici », observa doucement Jacques. « Plus heureux que je ne l'ai vu depuis des années. » Eleanor acquiesça, son profil doré par le soleil couchant. Les enfants ont besoin d'espace pour courir, pour découvrir. La ville peut être étouffante. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement troublé par le léger grincement de la balançoire du porche sur laquelle ils étaient assis. Après plusieurs minutes, Eleanor reprit la parole, sa voix plus basse qu'avant. « Mon père a construit cette ferme telle qu'elle est aujourd'hui, » commença-t-elle, les yeux fixés sur les champs lointains. C'était un visionnaire, combinant l'agriculture traditionnelle avec des investissements judicieux dans les propriétés voisines. Quand il est mort soudainement d'une crise cardiaque il y a 5 ans, j'avais 23 ans et je n'étais absolument pas préparé. Jacques se tourna vers elle, surpris par cette ouverture inattendue. Tout le monde s'attendait à ce que je vende, continua-t-elle. La banque, les voisins, même les amis de mon père. Personne ne croyait qu'une jeune femme pouvait gérer quelque chose de cette envergure. Mais tu leur as prouvé qu'ils avaient tort, dit Jacques. Un sourire triste effleura les lèvres d'Eleanor. Pas sans erreur. Les 2 premières années furent difficiles. Victor Blackwell était l'associé commercial de mon père. Il m'a offert des conseils que je réalise maintenant n'étaient que de la manipulation. Il essaie de mettre la main sur cette terre depuis avant même que le corps de mon père ne soit froid. L'amertume dans sa voix était palpable. Jacques se surprit à vouloir lui prendre la main, mais il résista à cet élan. « Et toi » demanda soudain Eleanor. Noah a mentionné sa mère une fois, il a dit qu'elle veille sur nous depuis le ciel. La poitrine de Jacques se serra, mais il sentit que la douleur familière s'était un peu estompée. Olivia est morte dans un accident de voiture quand Noah avait 2 ans. Un conducteur ivre a traversé la ligne médiane. Je travaillais tard au garage cette nuit-là. Les yeux d'Eleanor s'adoucirent d'un air compréhensif. Et tu l'as élevé seul depuis? On a déménagé de ville en ville, je prenais tous les boulots de mécanicien que je trouvais, confirma Jacques. Une part de moi fuyait, avoua-t-il. Je pense que c'était pour échapper à des souvenirs, à la culpabilité. La culpabilité, interrogea Eleanor doucement. Pour ne pas avoir été là, pour avoir travaillé tard cette nuit-là, pour ne pas avoir pu la protéger? La voix de Jacques devint rauque, irrationnelle. Je sais que le deuil n'est pas rationnel. L'amour ne l'est pas non plus, répondit Eleanor. Leurs regards se croisèrent dans la lumière déclinante, un moment de parfaite compréhension entre 2 personnes qui avaient porté des fardeaux lourds, seules, trop longtemps. Au loin, Noah s'était épuisé et était maintenant assis dans l'herbe, la tête de Scout posée sur ses genoux, tous 2 contents du simple plaisir de la compagnie. Parfois, je me demande, dit Jacques doucement. Si Noah et moi cesserons un jour de dériver, si nous trouverons un jour un endroit qui ressemble à un foyer. Eleanor acheva sa phrase pour lui. Le mot suspendu entre eux, fragile et lourd de sens. Aucun des 2 ne formula la question non dite, est-ce que cette ferme, avec ses champs ouverts et son héritage compliqué, pourrait devenir le foyer que Jacques et Noah cherchaient? Ou Eleanor, après des années de détermination solitaire, pourrait-elle laisser d'autres personnes entrer dans la vie qu'elle s'était construite? Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, les possibilités semblaient aussi vastes et nombreuses que les cieux au-dessus d'eux. Des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon,
transformant le ciel d'après-midi en une toile menaçante de gris et de pourpre. Jacques sécurisait le dernier équipement dans la grange alors que le vent commençait à se lever, soulevant poussière et feuilles en petits cyclones dans la cour de la ferme. Ça ne présage rien de bon, dit Eleanor en le rejoignant à la porte de la grange, les yeux fixés sur le front orageux qui approchait. Les services météorologiques annoncent des crues éclairs. Avant que Jacques ne puisse répondre, de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, s'intensifiant rapidement en une averse torrentielle. Ils sprintèrent vers la maison, arrivant juste au moment où Noah sortait sur le porche, Scout à ses talons. « Papa, mademoiselle Eleanor, le ruisseau monte vraiment beaucoup. » À l'intérieur, Eleanor alluma la radio pour les mises à jour, tandis que Jacques regardait par la fenêtre. La pluie tombait maintenant en rideau, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Le tonnerre grondait au-dessus de leur tête, faisant vaciller les lumières. Le système orageux stagne au-dessus du comté de Riverdale, crachait la voix du présentateur radio. Les habitants des zones basses doivent évacuer immédiatement. Le visage d'Eleanor pâlit lorsque la liste inclut la limite de sa propriété, où se trouvaient les champs nouvellement plantés. La digue sur Crooked Creek ne tiendra pas face à ça, dit-elle en enfilant ses bottes en caoutchouc. Si elle cède, on perdra toute la section haie. Tu ne peux pas y aller maintenant, protesta Jacques. C'est trop dangereux. Ses yeux rencontrèrent les siens, résolus et sans peur. Cette ferme est tout ce que j'ai, Jacques. Je ne peux pas juste la regarder disparaître. Contre son meilleur jugement, Jacques hocha la tête. Je viens avec toi. Noah, se tourna-t-il vers son fils. Reste dans la maison avec Scout. Ne sors sous aucun prétexte, tu comprends. Ils luttèrent contre la tempête pour atteindre le camion d'Eleanor, le vent les faisait presque tomber. Conduisant lentement dans le déluge, ils atteignirent les champs de l'Est pour trouver l'eau déjà en train de s'infiltrer dans la terre et la digue protégeant les terres agricoles du ruisseau gonflé. Travaillant à genoux, ils remplirent des sacs de sable avec les provisions d'urgence d'Eleanor, les plaçant stratégiquement le long de la barrière qui faiblissait. La pluie ne cessait pas, les trempant jusqu'à l'os malgré leurs vêtements de pluie. La boue aspirait leurs bottes, rendant chaque pas difficile. Là-bas. Eleanor cria par-dessus la tempête en pointant une section où l'eau commençait à déborder. Ils se précipitèrent pour la renforcer, mais alors qu'ils travaillaient, le sol sous Eleanor céda soudainement. Le courant l'attrapa immédiatement, l'attirant vers le ruisseau en crue. Jacques se précipita en avant, attrapant son bras juste avant qu'elle ne soit emportée. Un instant terrifiant, leur prise glissa sous la pluie, mais Jacques se cramponna à un poteau de clôture et tira de toutes ses forces. Il la ramena en sécurité, tous deux s'effondrant dans la boue, haletants. Le visage d'Eleanor était à quelques centimètres du sien, la pluie ruisselant sur ses joues comme des larmes. Sans réfléchir, Jacques chassa une mèche de cheveux trempés de son visage, sa main s'attardant contre sa peau. Le moment s'étira entre eux, électrique malgré la tempête qui faisait rage autour. Les yeux d'Eleanor s'assombrirent, et pendant un battement de cœur, Jacques crut qu'elle allait réduire la distance entre eux. Au lieu de cela, elle murmura. « Merci. » Les mots se perdirent presque dans le hurlement du vent. À l'aube, la tempête était passée, laissant la dévastation dans son sillage. Debout au bord des champs de l'Est, désormais partiellement submergés, Eleanor observait les dégâts avec une résignation stoïque. « Ça aurait pu être pire », proposa Jacques en se tenant à ses côtés dans la pâle lumière du matin. « Ce sera pire », répondit Eleanor doucement. Blackwell verra ça comme une opportunité. Comme Eleanor l'avait prédit, la berline élégante de Victor Blackwell apparut à la ferme quelques jours après la tempête. Jacques regarda depuis l'atelier tandis que l'homme d'affaires observait les dégâts dans les champs de l'Est avec une satisfaction mal dissimulée. Eleanor rencontra Blackwell près de la maison, sa posture rigide mais maîtrisée. Jacques ne put entendre leur conversation, mais la tension était visible même de loin. Quand Blackwell sortit une grosse enveloppe et la remit à Eleanor, Jacques décida qu'il était temps d'intervenir. Il s'approcha calmement en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Tout va bien ici ?» Le sourire de Blackwell se crispa. « Rien que des affaires, Mitchell. Rien qui concerne le personnel. »« Monsieur Mitchell est mon gestionnaire de ferme, » répliqua Eleanor avec froideur. « Tout ce qui concerne la ferme le concerne. » Les sourcils de Blackwell se haussèrent légèrement. « Gestionnaire de ferme, on monte dans le monde, hein ?» Il se tourna vers Eleanor. L'offre sur la table est finale, Eleanor, 60 millions pour tout, la terre, les droits sur l'eau, les bâtiments. Jacques tenta de garder une expression neutre malgré le chiffre stupéfiant.
Le conseil d'administration est pressé de commencer le développement avant l'hiver, poursuivit Blackwell. Et compte tenu des récents dégâts malheureux dans vos champs de l'Est, je dirais que c'est plus que généreux. Les doigts d'Eleanor se crispèrent autour de l'enveloppe. Et si je refuse? Le sourire de Blackwell disparut. Alors peut-être devrons-nous discuter des conditions du prêt initial de votre père. J'ai des documents, dit-il en tapotant la poche de sa veste. Il exposa un projet de revitalisation rurale. Le comté avait déjà exprimé son intérêt pour le soutenir. L'expropriation est un terme bien laid, n'est-ce pas? Le sang se retira du visage d'Eleanor. Vous n'oseriez pas. Je suis un homme d'affaires, Eleanor, dit-il en désignant les champs endommagés par les inondations. Selon les évaluateurs du comté, ce terrain est une propriété insalubre, parfaite pour être récupérée dans le cadre des lois de développement. Après le départ final de Blackwell, Eleanor resta immobile dans la cour, l'enveloppe toujours serrée dans sa main. Eleanor. Jacques s'approcha prudemment. De quoi s'agissait-il, ces prêts et cette expropriation? Elle se tourna vers lui, sa contenance se fissurant. Mon père a emprunté de l'argent auprès de la société d'investissement de Blackwell pour agrandir la ferme lors d'une sécheresse il y a 8 ans. Je rembourse en plusieurs versements, mais un dernier paiement important est dû à la fin du mois. Combien? Demanda Jacques doucement. 200 000 $, répondit Eleanor à peine audible. Les cultures endommagées par les inondations valent 2 fois ce montant. L'esprit de Jacques s'emballa. Mais la ferme vaut des millions, la banque accepterait sûrement de saisir et de vendre au plus offrant. Et Eleanor termina amèrement. Ce serait Blackwell. Il orchestre ça depuis des années, attendant que j'échoue. Elle ouvrit enfin l'enveloppe, parcourant son contenu avec une alarme grandissante. Il a trouvé une faille, si je manque le paiement, il peut réclamer 30% de la propriété, la section F comme garantie. Tout est là, écrit de la main de mon père. La poitrine de Jacques se serra alors qu'il voyait le monde d'Eleanor menacé de s'effondrer. On trouvera une solution, promit-il en posant une main sur son épaule. Tu ne feras pas face à ça seul. Eleanor leva les yeux vers lui, vulnérabilité et détermination s'affrontant dans son regard. Merci, murmura-t-elle. Mais c'est mon combat. Jacques, c'est toujours ton combat, répondit-il. Plus maintenant, dit Jacques d'une voix ferme. Plus maintenant. Le lendemain matin, Jacques se réveilla tôt, l'esprit tourbillonnant d'idées à peine formées. Après avoir déposé Noah à l'école, il conduisit vers Riverdale, déterminé à trouver un moyen d'aider Eleanor à combattre les tactiques sournoises de Blackwell. Sa première étape fut le bureau du greffier du comté, où il demanda des dossiers publics sur les projets de développement foncier. La greffière, une femme aux yeux bienveillants derrière ses lunettes épaisses, sourit avec compréhension quand il mentionna la ferme Reed, l'endroit d'Eleanor, une belle terre. Je surveille ce Blackwell qui tourne autour comme un vautour depuis des années, commenta-t-elle en glissant un dossier sur le comptoir. Ça pourrait vous intéresser. Jacques passa 1 heure à étudier les documents, comprenant seulement des bribes du jargon juridique, mais saisissant assez pour discerner le schéma de Blackwell, acquérir des propriétés agricoles en difficulté dans tout le comté. Au poste d'essence sur Main Street, Jacques engagea la conversation avec un vieil homme remplissant un vieux camion. Le nom brodé sur sa chemise disait « Samuel Reed Farm ». Bien sûr que je connais bien, dit Samuel quand Jacques mentionna où il travaillait. Le père d'Eleanor m'a aidé à garder ma petite ferme quand la banque est venue me chercher durant la sécheresse de 95. Les Reed sont des gens bien. J'essaie d'aider Eleanor maintenant, admit Jacques. Elle fait face à des problèmes avec un promoteur nommé Blackwell. Le visage buriné de Samuel se durcit. Ce serpent essaie de bétonner la moitié du comté depuis des années. Il tendit la main. Samuel Thompson, avocat à la retraite. Viens chez moi, raconte-moi ce qui se passe. 2 heures plus tard, Jacques quittait la maison modeste de Samuel avec un nouvel espoir. L'ancien avocat expliqua que la menace d'expropriation de Blackwell présentait de sérieuses faiblesses légales, surtout si la ferme pouvait démontrer sa valeur culturelle et communautaire, centre d'éducation agricole, marché fermier, préservation historique. Ces éléments créent une valeur communautaire qui prime sur les intérêts du développement dans la plupart des tribunaux, expliqua Samuel. La ferme d'Eleanor a de l'histoire. Utilise-la. Au coucher du soleil, Jacques retourna à la ferme avec un plan en tête. Il trouva Eleanor dans le bureau, entourée de relevés bancaires et de feuilles de calcul, son visage marqué par l'inquiétude. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, dit Jacques en étalant les informations qu'il avait rassemblées.
Blackwell ne peut pas prendre ta terre si elle remplit une fonction vitale pour la communauté. Eleanor parut sceptique, mais écouta Jacques exposer son idée, transformer une partie de la section est endommagée en un centre agricole communautaire, débutant par un marché fermier qui réunirait les producteurs locaux et créerait des emplois. Ça pourrait marcher, Eleanor, insista Jacques, la passion montant dans sa voix. Ta ferme a un siècle d'histoire et de savoir qui mérite d'être préservé et partagé. Eleanor étudia les papiers, une petite étincelle d'espoir s'allumant dans ses yeux. Mon père parlait toujours d'ouvrir la ferme à la communauté, d'enseigner les pratiques durables, sa voix s'estompa puis reprit avec force. Mais où trouverions-nous les fonds initiaux? On commence petit, répondit Jacques. Le premier marché ce week-end, en utilisant la grande grange. Le bouche à oreille fera le reste. Pendant des heures, ils travaillèrent côte à côte, planifiant, calculant, stratégiant. Quand enfin Noah les trouva encore à travailler bien après minuit, il se frotta les yeux endormis et demanda innocemment. On va vivre ici pour toujours maintenant, papa? La question resta suspendue entre Jacques et Eleanor, chargée de possibilités non dites qu'aucun des deux n'était encore prêt à affronter. Le samedi matin se leva clair et frais, météo parfaite pour le premier marché fermier à la ferme Reed. Jacques avait passé les jours précédents à répandre la nouvelle dans tout Riverdale tandis qu'Eleanor transformait la grange principale en un espace accueillant, avec des sièges en bottes de foin, des panneaux écrits à la main et des guirlandes lumineuses entrecroisant les poutres. Tu penses que quelqu'un va venir? Eleanor demanda, l'anxiété perceptible dans sa voix, alors qu'elle arrangeait des pots de miel de ses ruches sur une table en bois. Avant que Jacques ne puisse répondre, le bruit de véhicules approchant les fit tous deux se tourner vers l'allée. À leur étonnement, une file de voitures et de camions s'était déjà formée, une demi-heure avant l'heure officielle d'ouverture. Je crois qu'on a notre réponse, dit Jacques, incapable de réprimer son sourire. Vers la fin de la matinée, la grange était animée. Des agriculteurs locaux, qui peinaient à trouver des marchés pour leurs produits, avaient installé leurs tables aux côtés d'artisans vendant des objets faits main. Des enfants couraient autour des bottes de foin tandis que leurs parents discutaient et échangeaient des nouvelles. Eleanor se mouvait dans la foule, saluant des voisins qui la connaissaient jusque-là seulement comme la gardienne solitaire de l'héritage des Reed. Beaucoup vinrent avec des histoires à propos de son père ou de son grand-père, comment ils avaient aidé en temps difficile, partagé du matériel ou enseigné des techniques agricoles qui avaient soutenu leur propre famille pendant des générations. Ton père m'a prêté son tracteur quand le mien est tombé en panne pendant la récolte, lui dit un vieux fermier, sa main usée serrant la sienne. Il n'a jamais voulu un centime pour ça. Les bons voisins valent plus que l'argent. Jacques observa la tenue d'Eleanor vaciller un instant, ses yeux brillants avant qu'elle ne chasse ses émotions. Il comprit alors à quel point elle avait été seule, portant le poids de son héritage pendant si longtemps. Vers midi, un silence tomba sur l'assemblée quand le maire Henry Dawson arriva. L'homme, petit et énergique, se dirigea directement vers Eleanor, serrant chaleureusement ses mains. Eleanor Reed, annonça-t-il assez fort pour être entendu de tous, ton père serait fier aujourd'hui. C'est exactement l'esprit communautaire sur lequel Riverdale a été fondé. Jacques les rejoignit tandis que le maire poursuivait, le conseil municipal a examiné votre proposition pour un centre d'éducation agricole. Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes prêts à désigner la ferme Reed comme un site historique et culturel de Riverdale. Des murmures d'approbation se répandirent dans la foule. La main d'Eleanor chercha celle de Jacques, la serrant fermement dans une rare démonstration d'émotion publique. Cette désignation, ajouta le maire, sa voix se faisant un peu plus dure, rendra toute tentative de développement forcé par expropriation quasiment impossible. Comme invoqué par ces mots, le ronronnement distinctif de la berline de luxe de Blackwell se fit entendre à l'allée. L'homme d'affaires ralentit à l'entrée de la ferme, visiblement choqué par la foule de véhicules et de personnes. Pendant un long instant, il resta là, observant à travers les vitres teintées avant de repartir sans s'arrêter. Il ne lâchera pas aussi facilement, murmura Eleanor. Non, acquiesça Jacques, mais nous non plus. Alors que la journée touchait à sa fin, Noah arriva avec Scout et un groupe de nouveaux amis, le visage rouge d'excitation. Papa, mademoiselle Eleanor, est-ce qu'on peut faire ça tous les week-ends, s'il vous plaît? Regardant autour d'elle la communauté vibrante rassemblée dans sa grange, une ferme transformée d'un fardeau privé en un trésor partagé, Eleanor sourit avec un vrai bonheur. Je crois bien que oui, dit-elle, sa main toujours nichée dans celle de Jacques. Aucun des deux n'était encore prêt à lâcher prise. Le deuxième marché fermier fut encore plus réussi que le premier, avec des visiteurs venant des villes voisines pour voir de quoi il s'agissait.
Jacques avait installé une table de pétition où les gens pouvaient signer en soutien au centre agricole communautaire de la ferme Reed, et les pages se remplissaient rapidement de signatures. Et les Lanard, qui autrefois préférait la solitude de ses champs, prospérait désormais au sein de la communauté qui s'était rassemblée autour d'elle. Jacques la regarda guider un groupe d'enfants lors d'une démonstration sur le soin des semis, son visage animé d'une joie qu'il n'avait jamais vue auparavant. La scène paisible fut brisée quand 3 véhicules noirs s'arrêtèrent devant la grange. Victor Blackwell sortit du premier, suivi de 2 hommes en costume et d'une femme portant une mallette. Derrière eux, 2 fonctionnaires du comté en uniforme. « Eleanor Reed », annonça Blackwell à haute voix, sa voix coupant l'atmosphère joyeuse du marché, « j'ai ici des documents prouvant que ma société a le droit de réclamer environ 30% de cette propriété en raison de dettes impayées. » Un silence s'abattit sur la foule. Eleanor fit un pas en avant, le visage calme malgré le soudain rougissement de sa peau. « Ce n'est ni le lieu ni le moment pour cette discussion, Victor, dit-elle doucement. « Au contraire, répliqua Blackwell avec un sourire mince. Ces bonnes gens devraient savoir qu'ils sont en train d'envahir une propriété qui sera bientôt en développement. » Jacques se plaça aux côtés d'Eleanor. « Toute réclamation peut être traitée par les voies légales appropriées. »« Oh, j'ai suivi toutes les voies légales, » assura Blackwell en hochant la tête vers les fonctionnaires du comté, qui semblaient mal à l'aise mais déterminés. « Ces messieurs sont ici pour servir un avis officiel de recouvrement de dettes et de transfert de propriété. » Le maire Dawson se fraya un chemin à travers la foule. « Écoutez-moi bien, Blackwell, avec tout le respect que je vous dois. »« Monsieur le maire, » l'interrompit Blackwell, « il s'agit d'une affaire financière privée, antérieure à votre hâtive désignation historique. Le contrat signé par Jonathan Reed stipule clairement que le défaut de paiement final entraîne le transfert automatique des parcelles orientales. » Eleanor prit les papiers que l'officiel du comté lui tendait à contre-cœur, ses mains tremblant alors qu'elle parcourait le document. « C'est la signature de mon père, » admit-elle d'une voix à peine audible. « En effet, » dit Blackwell triomphalement, signé 3 mois avant sa mort. Le paiement devait intervenir 5 ans après la signature, donc dans exactement 2 semaines. Jacques fit un pas en avant. « Laissez-moi voir ça. » Il étudia le document puis leva brusquement les yeux. « Cette signature ne correspond pas aux autres. » Samuel Thompson, qui observait calmement, s'approcha pour examiner le papier. « Jacques a raison. J'ai travaillé avec Jonathan Reed pendant 30 ans. Je connais sa signature, et ce n'est pas la sienne. » « Absurde, » ricana Blackwell. « Vous n'êtes même plus avocat en exercice. » Les yeux de Samuel se plissèrent. « Non, mais j'ai toujours mon tampon de notaire dans mon camion, et j'ai notarié tous les documents légitimes signés par Jonathan Reed. » Des murmures parcoururent la foule alors que Samuel sortait son registre de notaire, feuilletant les entrées de la période en question. « Jonathan était à l'hôpital quand ce document aurait été signé, » annonça-t-il en montrant les pages du registre. Il était physiquement incapable de signer quoi que ce soit. Les yeux d'Eleanor s'agrandirent. « Je me souviens, il s'était fait enlever la vésicule biliaire ce mois-là. » La confiance de Blackwell chancela visiblement. « C'est absurde. Cette signature a été vérifiée par... » « Par qui ?» lança Jacques. « Par l'équipe juridique de votre propre entreprise ?» Alors que la communauté se resserrait autour d'Eleanor, la façade de civilité de Blackwell craqua enfin. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il avant de retourner vers son véhicule, suivi de son escorte. La foule éclata en acclamations tandis que les véhicules noirs reculaient dans l'allée. Eleanor se tourna vers Jacques, les yeux brillants de larmes retenues et de quelque chose qui ressemblait fort à de l'espoir. 3 semaines après l'humiliation publique de Blackwell, le conseil du comté se réunit pour une audience spéciale sur la ferme Reed. La petite salle de réunion était pleine de résidents de Riverdale, beaucoup portant des badges où l'on pouvait lire « Sauver la ferme Reed », un design auquel Noah avait contribué. Eleanor était assise à la table de devant, Samuel Thompson à ses côtés comme conseiller officieux. Jacques occupait la chaise à l'autre bout, sa présence stable apportant du réconfort tandis que les membres du conseil entraient. Le maire Dawson ouvrit la séance et s'adressa à l'Assemblée. « Nous sommes ici aujourd'hui pour voter sur 2 points, d'abord la désignation officielle historique et culturelle de la ferme Reed, puis l'enquête sur les documents frauduleux présentés par Blackwell Development Corporation. » La main d'Eleanor chercha celle de Jacques sous la table, ses doigts froids de nervosité. Le vote pour la désignation historique fut unanime, provoquant une salve d'applaudissements parmi la communauté rassemblée. La seconde affaire fut encore plus décisive, le conseil avait examiné les preuves de Samuel et lancé une enquête formelle sur les pratiques commerciales de Blackwell dans tout le comté.
De plus, le maire annonça. Je viens d'être informé que M. Blackwell a retiré toutes ses revendications contre la propriété Reed et semble avoir quitté Riverdale définitivement. Une acclamation éclata dans la salle. Les gens entourèrent Eleanor de félicitations et de soutien, tandis que Jack restait en retrait, la regardant rayonner dans ce moment de triomphe qu'elle méritait tant. Plus tard ce soir-là, alors que la célébration continuait à la ferme avec un dîner impromptu partagé entre voisins, Jack s'éloigna de la foule. Il se retrouva au bord des champs orientaux où de tendres pousses vertes émergeaient déjà de la terre autrefois inondée. La victoire aurait dû le remplir, mais une étrange mélancolie s'installa en lui. La menace écartée, la position d'Eleanor assurée, sa mission ici semblait accomplir le travail pour lequel il avait été embauché, d'abord réparer le tracteur, puis aider à sauver la ferme. Noah n'avait jamais été aussi heureux, intégré à l'école et à la communauté, avec Scout toujours à ses côtés. L'idée de devoir les arracher à nouveau lui serrait la poitrine. Pourtant, rester sans raison claire lui paraissait tout aussi impossible. « Te voilà enfin !» La voix d'Eleanor résonna derrière lui. Jack se retourna et la trouva en silhouette contre le coucher de soleil, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules au lieu de sa queue de cheval habituelle et pratique. « Félicitations, dit-il en esquissant un sourire. Tu l'as fait. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle doucement. Un silence gênant s'installa entre eux, chargé de questions non formulées. Alors, reprit enfin Eleanor, sa voix soigneusement neutre, que va-t-il se passer maintenant? J'imagine que tu vas faire des projets. La question resta suspendue, lourde de sens. Jack regarda les champs qui lui étaient désormais familiers, puis la maison baignée d'une lumière chaude et vivante. Je devrais probablement commencer à chercher quelque chose de permanent, dit-il lentement. Maintenant que la crise est passée, tu n'auras plus besoin d'un mécanicien à plein temps. Le visage d'Eleanor s'assombrit un instant, mais elle se reprit vite. Bien sûr, tu vas nous manquer, toi et Noah. Elle hésita, puis ajouta. Quand partiras-tu? La question frappa Jack comme un coup physique. Malgré tout ce qu'ils avaient partagé, les repas, la tempête, la lutte contre Blackwell, ces moments de connexion, aucun des deux n'avait trouvé le courage d'admettre ce qui grandissait entre eux. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Bientôt, je suppose. C'est ce que j'ai toujours fait. La veille du départ prévu de Jack, Eleanor l'invita, lui et Noah, à un dernier dîner dans la maison principale. Elle avait préparé tous les plats préférés de Noah, poulet frit, purée de pommes de terre et tarte aux pommes en dessert. La table était dressée avec la porcelaine de sa grand-mère et des fleurs sauvages cueillies dans la prairie. Noah bavardait avec excitation tout au long du repas, inconscient de la tension entre les adultes. Il parlait de ses amis à l'école, de ses projets avec Scout et du jardin que Eleanor l'avait aidé à planter derrière le cottage, toute chose qu'il allait bientôt devoir quitter. Et Madame Wilson a dit que je peux faire mon projet d'histoire sur la ferme Reed, s'exclama-t-il entre deux bouchées. Je vais montrer à tout le monde comment on l'a sauvé du méchant. Eleanor sourit, bien que ses yeux soient tristes. Ça sonne merveilleux, Noah. Quand Noah commença à bâiller, Eleanor lui proposa d'emmener Scout faire une petite promenade avant d'aller au lit. Une fois seul, le silence entre eux devint lourd de paroles non dites. Le cottage est prêt, demanda enfin Eleanor, sa voix soigneusement neutre. Jack hocha la tête. Ce que nous avons de peu, on voyage léger. Tu as toujours été ainsi, observa-t-elle doucement, passant de ville en ville. C'est tout ce que Noah a connu, admit Jack, bien que ses mots sonnaient creux maintenant, n'ayant jamais assez longtemps dans un endroit pour y prendre racine. Le regard d'Eleanor était fixe, défiant. Et c'est ce que tu veux pour lui? Pour toi? La question toucha le cœur de ce que Jack avait évité. Je ne sais plus, avoua-t-il. Pendant des années, partir était plus facile que rester, que faire face aux souvenirs, que risquer quoi que ce soit. Eleanor se leva et alla à la fenêtre, sa silhouette se découpant à la lumière de la lune. Veux-tu te promener avec moi? Il y a quelque chose que je veux te montrer. Ils déambulèrent en silence à travers la ferme, guidés par la pleine lune au-dessus d'eux. Eleanor le mena jusqu'à un vieux chêne sur une colline douce surplombant la propriété. Mon arrière-grand-père a planté cet arbre le jour où il a acheté cette terre, dit-elle, la main effleurant l'écorce rugueuse. Il disait qu'une ferme a besoin de quelque chose qui survive aux fermiers, quelque chose qui soit témoin des générations qui vont et viennent. Jack pouvait voir toute la propriété depuis ce point de vue. Les champs s'étendaient comme une courte pointe, la grange et les dépendances, les lumières de la maison principale brillant chaleureusement au loin.
J'ai passé 5 ans à essayer de préserver cet endroit, seul, continua Eleanor, la voix à peine audible. À combattre Blackwell, à maintenir vivant l'héritage de mon père, à prouver que je pouvais y arriver toute seule. Elle se tourna vers Jacques, une vulnérabilité mêlée à de la détermination dans son expression. Mais ces derniers mois, avec toi et Noah ici, j'ai réalisé quelque chose, l'héritage, ce n'est pas préserver le passé, c'est construire un avenir. Le cœur de Jacques battait à tout rompre dans sa poitrine. Eleanor, je ne suis pas doué pour ça, admit-elle, un tremblement dans la voix, pour laisser entrer les gens, pour risquer mon cœur. Mais je ne veux pas que tu partes, Jacques. Je ne veux pas que Noah parte. Cette ferme, elle a repris vie depuis que vous êtes là. La distance entre eux sembla s'effacer lorsque Jacques s'approcha, sa main trouvant la sienne sous la lumière de la lune. J'ai peur, avoua-t-il, peur de rester, de ce que ça signifie, de ressentir quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. Moi aussi, murmura Eleanor. Quand leurs lèvres se touchèrent enfin, ce fut comme rentrer chez soi après un long voyage. Toutes les barrières qu'ils avaient construites autour de leur cœur commencèrent à s'effondrer, remplacées par quelque chose de nouveau, fragile, et immensément puissant. 1 an plus tard, la ferme Reed était transformée. Le soleil d'automne baignait les champs d'une lumière dorée alors que les travailleurs récoltaient l'abondante production de la saison, la plus importante de l'histoire récente de la ferme. Les champs de l'Est, autrefois endommagés par les inondations, prospéraient désormais grâce à une rotation diversifiée des cultures mises en place par Eleanor avec le soutien de Jacques. Près de la grange principale, maintenant convertie en espace communautaire, un nouveau panneau affichait fièrement. Centre agricole communautaire de la ferme Reed. En dessous, un panneau plus petit annonçait des ateliers hebdomadaires sur les pratiques agricoles durables, les compétences mécaniques et la conservation des aliments, nombreux étant animés par Jacques lui-même. Dans les mois qui suivirent cette confession au clair de lune sous le chêne, le changement s'était installé progressivement mais sûrement. Jacques et Noah n'avaient finalement jamais quitté le cottage. Jacques l'avait peu à peu fait leur, construisant des étagères pour la collection croissante de livres de Noah, agrandissant le petit atelier derrière, où il entretenait le matériel agricole et enseignait la mécanique aux adolescents du coin. Ce matin-là, Jacques se tenait dans son nouvel atelier permanent, admirant l'agencement ordonné des outils avec satisfaction. À travers les larges portes, il pouvait voir Noah et Scout courir à toute vitesse vers le poulailler, une corvée quotidienne que le garçon avait volontiers adoptée. À 8 ans, Noah avait éclos. Il n'était plus l'enfant introverti et impitoyable arrivé à Riverdale 1 an auparavant. Il parcourait désormais la ferme avec assurance, saluant les ouvriers par leur nom et expliquant aux visiteurs le fonctionnement des opérations avec une aisance entraînée. L'école locale avait reconnu sa transformation remarquable en le nommant « élève le plus amélioré » lors de la cérémonie de remise des prix du printemps. « Te voilà enfin !» la voix d'Eleanor ramena Jacques à ses pensées. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une tablette à la main, les cheveux attachés en queue de cheval pratique, bien que quelques mèches encadraient son visage. Le bus scolaire vient de déposer la classe de CM1 pour leur visite de la ferme. Tu es prêt pour ta démonstration? Jacques sourit en s'essuyant les mains sur un chiffon. Les vieux tracteurs sont tous prêts, ces gamins vont adorer voir comment un moteur fonctionne. Alors qu'ils marchaient ensemble vers l'espace pédagogique qu'ils avaient aménagé près du verger, la main libre d'Eleanor trouva naturellement celle de Jacques, leurs doigts s'entrelacèrent dans un geste devenu délicieusement familier. Le maire Dawson a appelé ce matin, dit-elle. Le comté a approuvé notre subvention pour l'agrandissement du centre éducatif. Nous pourrons poser la première pierre du nouveau bâtiment le mois prochain. La nouvelle emplit Jacques d'une fierté discrète. Ce qui avait commencé comme un plan désespéré pour sauver la ferme s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait imaginé, un centre communautaire florissant qui préservait les traditions agricoles tout en accueillant l'innovation. Samuel est aussi passé plus tôt, ajouta Jacques. Il a dit que la société immobilière de Blackwell est officiellement dissoute. Apparemment, l'enquête a révélé suffisamment d'irrégularités pour mettre fin à sa carrière. L'expression d'Éléonore resta sereine. La mention de Blackwell ne faisait plus naître de tension dans ses épaules ni d'inquiétude dans ses yeux. Cette bataille était derrière eux, un chapitre refermé. Alors qu'ils approchaient du verger, ils aperçurent le groupe de CM1 enthousiastes rassemblés autour de Noah, qui leur montrait comment identifier les variétés de pommes avec tout le sérieux d'un professeur d'université. Scout était assis attentivement à ses côtés, ce compagnon fidèle qu'il avait autrefois sauvé et qui désormais ne le quittait plus. « Tu te souviens de ton arrivée » demanda doucement Éléonore. Quand Noah avait trouvé Scout caché dans la grange. Jacques acquiesça, la gorge soudain serrée par l'émotion.
Il était si maigre à l'époque, tous les deux l'étaient, chacun à leur façon. Et regarde-les maintenant, murmura Éléonore. La ferme, qui avait autrefois été son fardeau solitaire, était devenue le socle de quelque chose de plus grand, une véritable communauté, un lieu d'apprentissage et de croissance, et de manière inattendue, une famille. Au loin, de nouveaux champs de tournesol inclinaient leurs têtes dorées dans la brise douce, une culture qu'Éléonore avait plantée sur la suggestion de Noah. Ils tournent toujours leur visage vers la lumière, avait-il expliqué avec une sagesse enfantine. Même par temps nuageux, ils savent où se trouve le soleil. Jacques avait aidé à planter ses graines, ses mains travaillant aux côtés d'Éléonore dans la terre riche devenue leur héritage commun. Chaque jour, les voir grandir, plus haut et plus fort, avait été comme assister au déploiement de leur propre histoire, des débuts incertains à une vie pleine de vigueur. Alors que les enfants se regroupaient pour la démonstration de Jacques, Noah quitta le groupe et courut vers eux, le visage rougi par l'excitation. « Papa. Mademoiselle Éléonore. Venez vite. Les graines qu'on a plantées dans mon petit jardin, elles poussent, les premières. » Les yeux d'Éléonore croisèrent ceux de Jacques au-dessus de la tête de Noah, un monde de compréhension passant entre eux. Elle s'agenouilla à la hauteur de Noah, prenant sa petite main dans la sienne. Certaines graines, dit-elle doucement, mettent du temps à germer. Mais quand elles le font enfin, elles deviennent les plantes les plus fortes de toutes. Jacques posa sa main sur l'épaule de Noah, complétant leur cercle. Le garçon, arrivé sans racines, avait trouvé un lieu où grandir. La femme, qui avait combattu seule si longtemps, avait rouvert son cœur à l'amour. Et Jacques, qui avait passé des années à fuir souvenirs et pertes, avait enfin trouvé le courage de bâtir quelque chose de durable. Ensemble, ils marchèrent vers le petit jardin de Noah, un coin modeste de la vaste ferme ride où une nouvelle vie prenait racine, la preuve qu'après les tempêtes et les épreuves, avec patience et soin, les plus belles récoltes restent à venir.